Donc, on va passer à la dernière présentation de la journée. Docteur Mylène Lefebvre, qui est chercheur au CIUGM, professeur à l'UQAM. Donc, professeur titulaire au département de sciences de l'activité physique à l'UQAM et titulaire d'une chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur l'importance de l'activité physique dans la trajectoire de vie et de soins des personnes vieillissantes. Elle est également chercheuse directrice du laboratoire de CIUGM depuis 2009. Merci. Merci à tous pour la présentation. Donc moi, je vais vous sortir en dehors de la communication, en dehors du cerveau ou du langage de l'audition. Je vais essayer de vous faire bouger ou en fait faire comprendre que sortir d'un lit quand vous êtes ou des fauteuils comme aujourd'hui, ben, c'est vital pour votre futur. Donc j'espère vous avoir convaincu à la fin, puis d'essayer de trouver des solutions. Avant de commencer, je voudrais remercier tous les cliniciens qui sont autour de ce résultat et tous les étudiants et professionnels de recherche, parce que sans eux, on ne peut jamais être devant les podiums à présenter les résultats. Donc, merci d'avance. J'ai aucun conflit d'intérêt et bénéfice face à cette présentation, à part peut-être vous convaincre que bouger, c'est important. Donc, le portrait un peu global de ce parcours de soins ou de vie, c'est que l'hospitalisation, c'est 40% des personnes de 65 ans et plus qui occupent les lits dans nos hôpitaux au Québec, et c'est vrai à peu près partout dans le monde, alors qu'ils ne représentent que 20% de notre population. Donc, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une problématique de notre population. Et pourquoi c'est une problématique? C'est parce que quand on regarde l'attitude que l'on a face à cette hospitalisation, le temps de sédentarité explose à travers ce séjour hospitalier. En effet, il passe plus de 12 heures par jour dans un état allongé ou assis. Malheureusement, cet état, il est connu qu'il augmente les déclins d'un point de vue musculaire et d'un point de vue de la force musculaire. Donc, si vous avez besoin de bouger, traverser une rue, vous levez d'une chaise, vous avez besoin de vos muscles et surtout de votre force. Et malheureusement, à l'hôpital, on se guérit d'une maladie, mais on amène d'autres pathologies, comme le montrent d'autres études, si jamais vous n'êtes pas au fait de cela, où elles ont observé que même les performances physiques étaient diminuées de 7 à 12% durant le séjour. Mais qu'est-ce qui se passe à la sortie? On a parlé hier qu'il y avait un problème et qu'il fallait être innovant pour le soutien à domicile. Ben, malheureusement, oui, ils sortent avec moins de bobos, mais finalement, 66% d'entre eux vont rechuter dans les 6 mois qui suivent leur hospitalisation. Ils vont tous sortir avec 3 fois plus de risques de fragilité et 10 fois plus de risques d'incapacité dans les 3 mois suivant l'hospitalisation pour un tiers d'entre eux. Et finalement, 33% vont être réadmis dans les 6 mois suivant l'hospitalisation. Donc, il faut trouver des solutions pour moins les voir dans notre système et être plus efficient à l'intérieur de ça. Juste quelques chiffres pour vous montrer à quel point le cercle vicieux augmente. Si vous diminuez de 1500 pas par jour vos nombres de pas, vous allez contribuer à cette spirale négative, même, sauf si vous avez moins de 30 ans. Mais à partir de 30 ans, cette spirale commence à avoir des impacts chez nous et 6 heures allongées en dehors du temps de sommeil ou assis va être aussi un impact. Et je vous rappelle que la COVID, ça a été moins 3900 pas en moyenne pour les adultes. À parenthèse à part. Donc, l'objectif général qu'on a eu de ce projet CAREC-là, qui est 2 projets en fait que je vous présente aujourd'hui, mais qui se fait, c'était réduire les conséquences humaines et sociétales de l'hospitalisation, alors c'est un grand mot, hein, contrant la sédentarité, ce qu'on appelait à l'époque le déclin iatrogène ou maintenant le déconditionnement, afin d'être conforme au plan aussi du ministère, on se le rappelle, qui est l'approche adaptée à la personne âgée, ou finalement le bien vieillir chez soi. Et on a utilisé, puisqu'on a travaillé avec les cliniciens, les patients et les proches aidants, une approche de procréation. Donc, la première chose de se dire, c'est bien beau ce constat-là, c'était d'identifier les manques et les besoins pour nous permettre de répondre à ce questionnement, mais aussi à quoi faire comme solution pour faire des changements de paradigme ou de pratique. Alors, le premier point qui a été fait, ou priorité qui a été énoncée par les groupes avec lesquels on a travaillé, c'était de dire, pourquoi on ne met pas de l'activité physique finalement, ou de la mise en activité, plutôt que de l'activité physique, je dirais, pour contrer ça. Alors, quand on regarde la littérature, c'est formidable, l'activité physique, ça marche. Ça marche, les résultats vont de plus 33 à plus 75%, réduction des IADL.
en plus des soins usuels. Par contre, quand on regarde dans la vraie vie, c'est-à-dire en dehors de la recherche, elle est prescrite, elle est mise en place entre 0 et 25% des cas. Les problèmes énoncés sont les mises en place qui sont proposées, elles sont soit supervisées, soit c'est individualisé, soit ça demande des équipements, soit c'est pas intégré, on ne peut pas le mettre en pratique. Lorsque l'on regarde au niveau des causes d'un point de vue du patient, des proches aidants, des soignants ou de l'institution, et qu'on regarde la littérature, on s'aperçoit qu'il y a pour le patient sa peur de se blesser, ses limites, il a peur pour sa santé, il y a un manque de prescription spécifique, il ne veut pas faire n'importe quoi en dehors de son soin. Pour les soignants, y compris les médecins, il y a un peu d'agisme. On ne va pas les perturber, on va les fatiguer si on rajoute par rapport aux soins. C'est ce qu'on entend souvent. Il y a un manque de temps ou de ressources. Et finalement, il y a un manque de savoir ou de formation de qu'est-ce que je lui dis en dehors de ça et qu'est-ce que je lui donne exactement. Finalement, pour l'institution, lorsque l'on lit la littérature, c'est souvent une question d'idéologie de la curation. On est là pour traiter la maladie pour laquelle il est, rajouter des soins à l'intérieur, ça va coûter cher, et ce n'est pas notre mission, ce n'est pas pour ça que nous donne le gouvernement français, canadien, etc. On a tous le même problème, un acte, c'est un acte. On ne rajoute pas d'acte s'il n'est pas justifié dans l'acte. Et finalement, le manque d'espace, les problèmes de nettoyage, et alors, étaient arrivés déjà avant, puis imaginez pendant la pandémie, les problèmes sur l'hygiène et la sécurité. Donc, on a co-créé, je vous le montre parce que ce n'est pas l'objet de la présentation, et puis pour ceux qui me connaissent depuis un certain nombre d'années, vous le connaissez, on a co-créé ce qu'on appelle Match, qui est une solution pragmatique qui a été mise en place en Europe, en Belgique, en France et ici à l'UGM, qui est un projet pour créer de l'activité physique intégrée complémentaire aux soins pour que les gens, le patient, s'auto-administre son activité physique de façon sécurisée avec un suivi de la part de l'équipe de soins. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que oui, rajouter de l'activité physique non supervisée, adaptée, qui est pas supervisée, pas individualisée, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir une personne en face pour le faire, qui ne demande pas d'équipement si ce n'est celui qui est dans la chambre, ben ça marche et ça permet d'augmenter ce qu'on appelle l'équilibre avec une échelle de Berg, notre fameuse vitesse de marche qui est un gros prédicteur des pertes d'autonomie ou encore le profil de mobilité. Mais surtout, ce que l'on remarque, c'est que ça marche parce que les gens bougent plus. C'est le dernier petit carré bleu. Si vous le regardez, en fait, c'est un espèce d'accéléromètre que l'on a fait mettre sur les bras pendant un certain temps et on a regardé mais quel est le niveau de temps qu'il ne passe plus dans une activité sédentaire. Donc, c'est METS supérieur à 1,5 pour ceux qui sont piqués là-dessus. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'ils sont passés de 62 minutes au début du séjour à finalement ceux qui ont eu notre programme Match, 102 minutes. Donc, eux ont augmenté leur niveau d'activité physique. Et ce qui est formidable, c'est que malgré qu'ils aient été identiques à notre groupe contrôle, ils ont passé 11 jours de moins à l'hôpital que ceux qui n'avaient pas eu le programme Match. Et on a les mêmes résultats en France ou en Belgique, si jamais ça vous intéresse. Et donc, finalement, ce qui est aussi important, c'est que le soutien à domicile, le besoin de soutien à domicile a baissé pour cette patientèle-là. Et finalement, la prévalence de personnes sans soutien à domicile à la sortie a aussi augmenté dans ce pourcentage-là. Donc, ce n'est pas juste pour le patient que c'est utile, mais pour la société ou l'institution, puisqu'on est peut-être à trouver à travers cette micro-solution un moyen. Alors ça, c'était la solution 1, mais est arrivé un questionnement où on m'a dit, oui, mais Mylène, comment on sait si la personne bouge ou comment on fait pour faire bouger? Parce que quand on est un infirmier, par exemple, ou un gestionnaire, comment on sait qu'ils sont trop longtemps dans le lit? Alors, ça a été la deuxième questionnement, puis ça a été le deuxième volet d'un des projets CAREC que l'on a mené ici, à voir comment on peut monitorer ou avertir du temps sédentaire. Donc ici, c'est une présentation non exhaustive de ce qui existait à l'époque et qui existe toujours pour monitorer. Et on est allé voir, et j'ai présenté ça donc aux professionnels et je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils m'ont dit, nous, ce qu'on aimerait, c'est un outil qui nous permette d'avoir une rétroaction en temps réel. Imaginons, la personne, elle est assise depuis 3 heures ou allongée et je veux entendre un son, une alerte, n'importe, mais qui ne traite pas le patient, mais qui me le dise en temps réel pour que j'avertisse. Par contre, ils m'ont donné des cahiers des charges. Ils m'ont dit, tu sais, les solutions actuelles, soit ça coûte cher, soit ça ne respecte pas la sécurité Internet, ça a des données, ça ne capte pas bien les temps sédentaires, c'est trop invasif, ça manque d'hygiène, etc. Donc, on est arrivé avec un espèce de cahier des charges un peu
gros. Donc, on est reparti avec ça et on a essayé de créer un espèce de système qui permettait d'avoir une certaine autonomie. Donc, pas de fils qui traînent partout, pas de choses qui sont sur les poignets pour quand on fait le soin, c'est-à-dire qu'on a besoin de balayer, on n'a pas peur de ramasser la montre. Il faut savoir que quand les gens ont des déliriums ou n'importe, mais une montre, ça les agresse, ils peuvent les déchirer, etc. Et si l'infirmière a besoin de faire des prises de sang ou n'importe, il ne faut pas qu'elle soit gênée par les accessoires. Donc, on est allé tester en laboratoire. On leur a montré d'abord notre version bêta, notre idée. On est allé tester en laboratoire. Est-ce qu'on capte ce qu'on pense capter, c'est-à-dire le temps au lit ou le temps assis? Donc, en laboratoire, ça marchait bien. Donc, on est revenu sur notre version stade 2, où on est allé dans notre chambre. Donc, ici, c'est 2 mobiliers que l'on trouve classiquement dans les hôpitaux de l'UGR. Et vous voyez ces 2 capteurs que l'on place au dos du lit et sous le matelas, et donc ils sont peu invasifs finalement chez les personnes. Et en fait, on avait décidé qu'on prenait les 2 parce que le patient, il traîne normalement du lit vers le fauteuil et il sort assez peu de sa chambre. Puis quand il sort, tant mieux, nous, on est contents. Puis n'oubliez pas, l'objectif, c'est après de prévenir qu'ils étaient trop assis ou trop allongés. Donc, on a implanté ça dans des unités de type SPA URFI de l'UGR. On a fait ça durant 12 mois à peu près. On a réussi à le faire sur auprès de 30 patients, soit 10 patients environ par 3 mois, qui est à peu près la durée. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? Bon, on a obtenu ici, c'est le patient pour le capteur A. Donc, imaginons que ça, c'est le fauteuil. Quand vous êtes en noir, c'est que vous êtes pas assis ou pas sur le fauteuil, il est libre. Puis quand vous êtes en gris, c'est la période où le capteur capte une présence. Donc, imaginons que ça c'est le fauteuil, puis que ça c'est le lit, que ça soit inversé, c'est normal. Mais si vous regardez le cercle du bas, vous vous apercevez qu'on a à peu près, dans la journée, 35% du temps où ils sont sur les 2 éléments, le fauteuil et le lit. Donc, notre problème, alors qu'on a utilisé de la co-création, c'est qu'on ne s'est jamais dit, mais où va le proche aidant, où va le soignant quand il parle à son patient? Eh bien, donc, les capteurs captent bien les comportements sédentaires, la boîte de communication et d'acquisition répond à tous les critères. Malheureusement, ça ne sera pas la solution pour demain. Alors, merci de votre attention. C'est un excellent exemple de comment il y a des choses qu'on y passe. Il y a un autre exemple, c'est pas une question, un autre exemple où justement on voulait une équipe de recherche plutôt voulait savoir exactement quel était le comportement typique de la personne. Et ils se sont aperçus que la personne bougeait pas mal à l'intérieur. Ils voulaient comprendre ce qui s'est passé. Finalement, les capteurs, c'était finalement le compagnie qui bougeait beaucoup. Exact. Merci. Merci Mylène, c'est vraiment très intéressant. Merci. Ça m'a suscité quelques idées par rapport à ce qui se passe quand on est hospitalisé. Parce que j'ai fait de la clinique quand même, incluant une fille, tout ça, l'unité de réhabilitation fonctionnelle. Mais les gens s'ennuient. Les gens ont rien à faire. Et soit ils vont me dire, je ne peux pas faire ce là. Et je trouve qu'il y a peut-être là justement une occasion d'aller changer peut-être les comportements de ces gens, les intéresser à d'autres activités. Ça peut être aussi des activités cognitivement stimulantes. Définitivement. Et donc, on pourrait peut-être innover pour essayer de remplir les trous où il se passe rien à l'hôpital, des différents thérapies, puis tout ça. Ça pourrait être vraiment intéressant. Définitivement, puis surtout, l'adhérence est très, très haute. C'est-à-dire que une des hypothèses qu'on avait, puis qui a été contredite, c'est qu'on pensait que les gens qui étaient en URFI, qui est l'équivalent, et là, je travaille dans ces unités-là en France et je viens de les perdre, donc les unités de réadaptation
intensive, post-hospitalisation, etc., c'est que comme ils avaient beaucoup de soins de physiothérapie, hein, ils en ont 5 par semaine, en soins post-aigus 3 par semaine, puis en unité de courte durée gériatrique aléatoirement, on se disait, ben, plus ils vont avoir de soins, moins ils vont le faire, parce que ces gens-là, l'a priori, c'était, ben, ils bougent déjà beaucoup ou ils sont déjà beaucoup stimulés, donc non. Ben, finalement, c'est l'inverse. Je l'avais présenté l'année dernière, hein, les taux d'adhérence sont meilleurs chez ceux qui viennent en ITRF, certainement pour des raisons, parce qu'ils y vont avec une idéation qui est là, et l'amélioration est aussi bonne. Donc, définitivement, le patient, quand on lui propose quelque chose, puis qu'on lui explique bien pourquoi, adhère assez bien à ces pratiques-là. Maintenant, c'est la mise en place. Comment on fait avec le manque de personnel? Comment on convainc le gouvernement? C'est pour ça que c'est toujours intéressant de se dire c'est 11 jours de moins, mais finalement, le coût d'un kinésiologue qui se rajoute versus les 11 jours de moins, ben, c'est presque en fait moins cher de mettre de l'activation quelque part à l'intérieur de ça. Puis, n'oublions pas, on a calculé le coût pendant l'hospitalisation, mais je vous ai dit aussi qu'ils sortaient avec moins de soins à domicile, moins de besoins. Donc, en fait, le coût de la sortie est beaucoup moindre pour quelque chose qu'ils font tout seuls. Donc, définitivement, il faut combiner. Hein, je ne dis pas que c'est juste l'activité physique. Au contraire, la nutrition pourrait être des choses, la cognition, l'audition, les méditations de calme et de paisible, etc. Il faut. Profiter de faire un petit chèque. Exactement. Comme on dit, c'est jamais trop tard pour se stimuler. Ben, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci pour un coup d'accueil, mais merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Et puis, il y a le cocktail à 10 h.